Bonjour à tous et à toutes, ici Monsieur Marié pour votre continuité pédagogique en seconde, j'espère que vous allez très très bien. Moi ça va, ne vous en faites pas. On se retrouve, quel que soit votre groupe de seconde avec lequel j'ai avancé plus ou moins loin, sur le chapitre 3. Vous avez du coup tout le chapitre en une seule vidéo à copier cette semaine, donc normalement à la fin de cette semaine, à la fin de cette vidéo même, tout le monde a l'intégralité, à l'entièreté du cours décrit. Les travaux sur les molécules que j'ai commencé avec un premier groupe, je les finirai avec le deuxième parce qu'il est assez difficile de représenter des molécules avec le logiciel que j'utilise. Donc, on le fera sur le tableau quand je reviendrai. Je reviens de toute façon la semaine prochaine, ne vous en faites pas. Et d'ici là, on va continuer avec des exos plus classiques sur le livre que je corrigerai dans une prochaine vidéo, en plus de les corriger du coup en classe. Sur ce, c'est parti. Voici votre chapitre numéro 3 qui s'appelle Stabilisation de la matière. Donc, la matière, elle est globalement instable si on la prend atome par atome ou molécules non correctement liées. Mais en général, toute la matière qui vous entoure, c'est déjà stabilisée, elle ne vous a pas attendu. Donc, on ne fait que décrire ce qu'on voit et du coup ce qu'on a déduit de l'observation. Après tout, c'est ça la science, c'est d'abord ce que je vois et ce que je déduis de mes observations. On est parti. Grand 1, la matière elle peut se stabiliser par ce qu'on appelle une ionisation. C'est-à-dire que votre atome, je vous rappelle que les atomes qu'on a vus dans le tableau périodique actuellement, votre tableau périodique ressemble à ça. Les trois premières lignes avec normalement plusieurs colonnes mais toujours les mêmes. Pour les atomes des trois premières colonnes du tableau périodique et pour les atomes des trois dernières, avant les gaz rares, leur stabilisation passe par la perte ou par le gain d'électrons. En clair, à part les gaz rares qui constituent la colonne que j'ai ici à droite, les trois premières colonnes, donc celles HLINA, BEMG, BAL, et les trois dernières, donc du coup FCl, OS et NP, normalement se stabilisent par ionisation. Ça veut dire que le carbone et le Si, le silicium, sont des éléments exceptions, et on verra dans le grand 2 comment eux, ils préféreront se stabiliser, ils ne passeront pas par cette méthode qu'on appelle d'ionisation. Afin de se stabiliser, ces électrons, ces atomes dont on vient de parler, donc tout le monde sauf la dernière colonne, qui eux sont déjà stables, et la colonne du carbone qui eux ne prendront pas cette méthode afin de se stabiliser, eh bien pour se stabiliser, ces autres atomes du coup vont gagner ou perdre autant d'électrons que nécessaire pour adopter la configuration électronique du gaz rare le plus proche. Et c'est tout simplement cette règle qu'il faudra retenir pour l'ionisation. Je vous rappelle que dans les gaz nobles, vous avez l'hélium de configuration électronique 1s2, le néon de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, et enfin l'argon de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ça, les couches électroniques et les sous-couches électroniques, on les a vues dans le chapitre 2. Si vous en souvenez plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo correspondante. Du coup, on s'était entraîné un petit peu pour stabiliser de manière ionique les atomes suivants. Alors, en fait, en vérité, on a fait tous les atomes du tableau périodique avec les différents groupes, parce que je faut bien que je m'amuse aussi, il faut qu'on différencie un petit peu l'enseignement, sinon, si je fais toujours les mêmes, je vais m'ennuyer. Hein. Donc du coup, voilà. Ici, j'ai représenté quelques cas. Donc vous avez par exemple ici le lithium, l'azote, le fluor, le magnésium et le soufre. Attention, le 16 est allé en haut, il devrait aller en bas. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé à lui. Premièrement, pour résoudre ce genre d'exercice, vous allez écrire la configuration électronique de votre atome. Donc le lithium, il a 3 électrons, 1s2, 2s1. Le 1, il devrait être en haut. Attention, il y a des petites coquilles qui sont là. Pensez bien à les corriger sur votre cours. Du coup, le lithium, 1s2, 2s1, il est plus proche de He. Quand on regarde, par exemple ici, le lithium, il est beaucoup plus loin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases du néon, alors qu'il est distant que d'une case de l'hélium si on revient en arrière. Plus rapidement, si vous voulez faire ça, il suffit de reconnaître les chiffres des gaz rares. Vous avez 2, 10 et 18. Ils vont de 8 en 8 et gaz rares pour les trois premières lignes. Donc du coup, le 3 est plus proche de 2 que de 10. C'est évident, et donc du coup on va préférer se calquer du coup sur hélium. Je vous rappelle que dans la nature, ressembler au gaz rare le plus proche par ionisation implique soit d'arracher des électrons
à un atome, soit de forcer en fait la mise dans le nuage électronique d'un électron ou de plusieurs électrons supplémentaires. Et chaque opération visant à arracher ou à rajouter un électron coûte une énergie à la nature. Et la nature, dans tout ce qu'elle fait, va forcément minimiser l'énergie mise en jeu. Donc, le lithium, il sera jamais 7-, il sera toujours plus, puisqu'on va lui enlever un électron afin de ressembler à He et non pas lui en rajouter 7 pour ressembler à Ne. Si on enlève un électron, entre la charge globale portée par le noyau et la charge globale portée par le nuage électronique, souvenez-vous, on l'avait expliqué en cours, eh bien l'atome de lithium par exemple, c'est quelque chose qui a un noyau constitué de 3 protons, et normalement, si je me trompe pas, il devrait y avoir 3 neutrons aussi pour la forme la plus stable. Et le lithium, il a dans son nuage électronique 3 électrons. Du coup, 3 protons versus 3 électrons, 3 charges plus contre 3 charges moins. L'électroneutralité de la matière est bien respectée. Chaque particule chargée plus contrebalance une charge moins portée par une autre particule. Ok ? Eh bien, si jamais je viens à enlever une particule moins, bilan du coup des charges, j'aurai toujours mes 3 protons chargés plus contre 2 électrons restants chargés moins. Et donc la seule charge qui ne sera pas contrebalancée est un proton qui est chargé plus. Et c'est ce plus du coup qu'on voit ici écrit au-dessus de Li pour dire voilà, on a un atome de lithium à la base, mais il reste une charge plus. Donc en fait on a un ion dont une des charges plus n'est pas compensée par un électron. L'atome d'azote, dans le même esprit et un peu plus rapidement, du coup on écrit sa configuration électronique, un S2, 2S2, 2P3, et quand vous comptez tous les électrons en haut, sachez que normalement le total de 2 plus 3 ça fait bien 7, et on retrouve le nombre de protons qui est en bas pour l'atome d'azote. Hein. Donc électroneutralité de la matière encore une fois. Vous avez du coup un S2, 2S2, 2P3, et cet atome est plus proche du néon, de numéro atomique 10, que de l'hélium numéro atomique 2. Donc il va être plus rentable, énergétiquement parlant, de rajouter 3 électrons. Et à ce moment-là, vu qu'on rajoute 3 électrons, il y a 3 électrons en plus non contrebalancés par rapport aux protons, et la charge globale qui s'exprime sur l'atome d'azote stabilisée par ionisation serait N3-. Le fluor, pareil, 1S2, 2S2, 2P5, il est plus proche de 10 Ne, il lui manque un seul électron. On lui rajoute, d'ailleurs, il n'y a pas de S à électrons. Vous savez quoi, il y a tellement d'erreurs, c'est que je vais corriger. Parce que là, c'est plus possible. Je ne peux pas vous laisser un PDF aussi entaché d'erreurs. Hop. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Oui, on avait dit celui-là. Hop. Au-dessus. Voilà, tout est bon maintenant. Donc, on ajoute un électron pour le fluor et il devient F-. Le magnésium, il est 3ème ligne, attention, donc 1S2, 2S2, 2P6. Mais c'est pas vrai, j'ai fait tellement d'erreurs. Oh, mon Dieu. Vous voyez comme quoi, vous avez beau être professeur, vous faites toujours des erreurs si vous relisez mal. Donc ça, absolument, hein, absolument bien vous relire, c'est très important. Ça arrive apparemment même aux plus aguerris d'entre nous. Hop, là c'est bon. Donc le magnésium, il est 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Il est plus proche du 10 néon que du 18 argon. Donc on va lui enlever 2 électrons. Et vu qu'on enlève des électrons, on est plus. Combien de fois plus? 2 fois, vu qu'on a enlevé 2 électrons. Donc Mg, 2+. Enfin le soufre, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, plus proche de l'argon que du néon. Donc on va ajouter, et ici c'est pas 1, c'est 2 électrons. Mon Dieu, c'est pas possible. Hop. Voilà, j'espère que vous rigolez pas trop à la maison quand même, hein, parce que c'est pas facile de faire tous ces cours de la journée dans la même journée en vidéo. Ça commence à faire beaucoup. Bon, de ce fait, qu'est-ce qu'on a vu dans ce cours? Quand on a un ion monoatomique qui devient stabilisé par ionisation, eh bien il portera une charge positive avec un P souligné, hein, s'il a perdu un ou des électrons. Au contraire, il aura une charge négative s'il a gagné un ou plusieurs électrons. Donc j'ai souligné à chaque fois une lettre qui avait en commun dans positif perdu, négatif gagné. Hein.
Ce n'est pas un moyen mémotechnique très répandu, hein, je l'ai trouvé moi, mais ça reste un moyen mémotechnique quand même. Si vous apprenez du coup bêtement et méchamment, ça marchera. Si jamais vous prenez ce moyen mémotechnique, tant que vous le retenez, moi ça me convient. En complément de la charge du coup, on affectera un multiplicateur qui sera placé devant et qui sera égal au nombre d'électrons qui ont été soit perdus, soit gagnés. Ok. Donc par exemple, Mg2+, qu'on avait pris en exemple, eh bien c'est un ion magnésium qui est formé à partir d'un atome de magnésium qui a perdu 2 électrons. L'ion fluorure, bah lui c'est un atome de fluor qui a été du coup qui a reçu un électron supplémentaire. Cependant, quand l'atome se stabilise par ionisation, en ne gagnant ou en ne perdant qu'un seul électron, on ne mettra pas un moins ou un plus dans la formule de l'ion. Ça fait pas beau, ça fait plus d'écriture pour rien, donc on mettra seulement F- pour l'ion fluorure. Et par exemple, pour l'ion sodium, on mettra seulement Na+. Ok. Sinon, pour les 7 ions que vous devez apprendre par cœur cette année, vous devez savoir H+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, en termes de cations, ions positifs, souvenez-vous, chapitre 2. Et pour retenir leur nom, c'est super simple, vous devez juste apprendre la lettre de l'élément qui lui est associé. Donc H, hydrogène, Na, sodium, K, potassium, et Mg, magnésium, pardon, et Ca, calcium. Du coup, vu qu'il y a un plus sur chacun, ou un 2+ sur chacun, ce sont des cations métalliques. Et ces cations métalliques ont pour règle en chimie de porter le même nom pour l'ion cationique que l'élément. Donc du coup, H+, c'est l'ion issu de l'hydrogène, ce sera l'ion hydrogène. Na+, c'est l'ion issu du sodium, ion sodium, ion potassium, ion magnésium, ion calcium. Et ça marchera pour tous. Si vous faites par exemple l'ion lithium ou l'ion bérium, ben, c'est l'ion issu du lithium ou du bérium. Aussi simple que ça. Ça marche pour tous les éléments du coup des 2 premières colonnes du tableau périodique, même si on va plus loin que la 3e ligne. Cependant, pour les anions, ceux en particulier qui dérivent d'halogènes. Les halogènes, c'est la famille chimique de l'avant-dernière colonne du tableau périodique. Avant, on l'apprenait par cœur, mais maintenant c'est hors programme. Donc ne le retenez pas. Mais bref, l'avant-dernière colonne, ça s'appelle la famille des halogènes. Et ces halogènes, du coup, formeront toujours un ion une fois négatif, donc F-, Cl-, dont le nom finira par ure. On va rajouter le suffixe ure derrière le nom de l'élément. Donc fluor, fluorure, chlore, chlorure. Voilà, tout simplement. Donc F- c'est l'ion fluorure, le Cl- c'est l'ion chlorure. Si on prend Br-, ce sera l'ion bromure, et I-, ce sera l'ion iodure. Tout simplement. 2. Stabilisation par liaison covalente. Une liaison covalente entre 2 atomes résulte de la mise en commun d'électrons entre ces atomes. Alors cette liaison, elle peut être simple, double ou triple, si jamais chaque atome met en commun 1, 2 ou 3 électrons. Comment ça marche? C'est très simple. Imaginons que j'ai plein de stylos là à côté de moi, je vais les prendre, je les ai préparés, hein, ce n'est pas un hasard. Voilà, donc j'ai 2 bleus et 2 noirs, c'est très bien. Tac. On va dire du coup que je suis venu en contrôle, j'ai pas pris de noir, ma main gauche a pas pris de noir par exemple, elle a que du bleu. Et ici, ma main droite, elle a pris que du noir, elle a pas de bleu. Et bien du coup, une liaison covalente, ça va être quoi? Ça va être l'action en fait de mettre en commun, si vous voulez, au milieu des deux, un électron, ici un stylo, de chaque couleur, un électron provenant de la couche externe de chaque atome qui rentre en liaison. Ok? Bah de ce fait, chaque main, bon, j'avais pris l'exemple avec des élèves, hein, mais du coup, imaginez 2 élèves qui s'échangent un stylo et qui le mettent au milieu pendant un contrôle. Chaque élève, alors qu'elle avait, par exemple, pour cet élève-là, pas de noir et pour cet élève-là, pas de bleu, chaque élève va pouvoir utiliser sur sa copie, exceptionnellement, eh bien, à la fois le bleu et à la fois le noir qu'elle a mis en commun. Ok? Ça veut dire que ces 2 élèves ont un stylo supplémentaire pendant la durée de leur contrôle, tant qu'ils restent à côté. Et on peut faire ça avec d'autres couleurs. Imaginons que l'élève du coup de gauche a ramené un stylo rouge et bleu et que l'autre, je l'ai préparé là-bas, a ramené un stylo vert et noir. Et bien du coup, s'ils mettent 2 stylos en commun pendant le contrôle, au milieu des deux, et bien du coup, au milieu, vous avez un stylo de chaque couleur.
tout simplement. Par contre, vu qu'on a mis 2 stylos au milieu chacun, eh bien ça s'appellera pas une simple liaison covalente, ça s'appellera une double liaison covalente. Et si on en met 3, ce sera une triple liaison covalente. Je réponds tout de suite à la question, une quadruple liaison covalente n'existe pas. Tout simplement parce que les électrons qui vont entre les différents atomes vont dans les 3 directions de l'espace, il en faudrait une quatrième, donc c'est pas possible. Voilà. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Alors du coup ici je vous ai représenté par exemple une molécule, le CH4, donc méthane, qui est du coup un atome de carbone lié 4 fois un atome d'hydrogène différent, et donc du coup j'ai mis une simple liaison, un seul trait, entre les atomes liés entre eux. Ça veut dire que ici le carbone met 4 électrons de valence en commun, ça tombe bien il y en a 4, 2s2, 2p2. Il met un électron en commun avec ce H en haut, un électron en commun avec ce H à droite, un avec H en bas et un avec H à gauche. Chaque atome d'hydrogène va mettre un électron en commun lui aussi, ça tombe bien, il n'y en a qu'un seul en couche externe, un S1, et donc du coup, tout le monde est content. L'atome de carbone ici va pouvoir du coup se stabiliser, parce qu'il lui manquait 4 électrons sur la couche externe. Il était 2s2 de P2, il veut devenir 2s2 de P6, mais il ne pouvait pas le faire par ionisation. Du coup, en ramassant, si vous voulez, au milieu, imaginez un élève en fait qui est entre 4 autres élèves, et il a mis en commun un stylo avec chacun. Et bien du coup, chaque autre élève, vu qu'ils sont réglo, leur ont mis aussi un stylo en commun. Et du coup, il a 2 stylos en commun avec l'élève d'en face, 2 avec l'élève de derrière, et 2 avec les élèves de chaque côté. Donc du coup, ça lui fait 2 et 2, plus 2 et 2, donc 8 électrons sur la couche externe. Et c'est ça qui va du coup le stabiliser. H c'est pareil, il est 1s1, le gaz noble le plus proche est l'hélium, donc 1s2, et il manque qu'un seul électron, il a le sien plus celui que l'atome de carbone met en commun, donc tous les H sont contents. Deuxième exemple, dioxyde de carbone, ici présentement présenté, CO2, un atome de carbone au milieu, 2 atomes d'oxygène sur les côtés, et 2 doubles liaisons représentées en vert. Donc l'atome de carbone va effectuer un double échange avec l'atome d'oxygène à gauche et à droite. Et vous avez des petites barres en noir sur l'atome d'oxygène, je vais les présenter juste après, ce qu'on appelle les doublés non liants. Ça constitue la réserve personnelle de l'oxygène et qui ne met pas en commun avec d'autres atomes. Et enfin, vous avez le diazote en haut, donc N2, que vous représentez avec 2 atomes d'azote triplement liés. Donc ils ont mis 3 électrons en commun chacun. Et un petit doublé non liant sur le côté. On représente souvent les molécules selon leur schéma de Lewis. Un schéma de Lewis, c'est quoi? C'est ce que je vous ai présenté sur les 3 exemples juste avant et sur la molécule d'eau ici. Il s'agit d'une représentation plane où sont représentés l'intégralité des électrons de valence de chaque atome qui constitue la molécule dont vous faites le schéma de Lewis. Exemple ici, l'eau, H2O, eh bien il y a un atome d'oxygène au centre avec 2 atomes d'hydrogène sur les côtés. Vous savez que l'oxygène c'est 1s1, 2s2, 2p4. Donc si j'encadre la couche de valence, vous voyez bien qu'il y en a 6. Et donc, si je regarde ici, cette liaison rouge là, l'électron mis en commun par H, il est au bout ici, l'électron mis en commun par O, il est au bout ici. Hein, sur le modèle qu'on avait fait, on a mis des ronds, mais je ne fais pas sur le modèle PowerPoint, donc du coup, on va imaginer. Hein. Et pareil de l'autre côté, ce qui fait que H, il a 2 électrons en commun avec O. Donc H, c'est bon, il est stabilisé, vu qu'il devient 1s2, même configuration électronique que l'hélium, stable. Ça marche aussi pour le H de droite, mais le O, en fait, il a 2 électrons en commun avec cet hydrogène de gauche et 2 électrons en commun avec cet hydrogène de droite. Finalement, il n'a que 4 électrons de valence, alors qu'il était venu avec 6. Comment ça se fait? Eh bien, en fait, ma représentation de Lewis n'était pas encore complète lors de mon explication. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il y a bien 4 électrons dans les liaisons covalentes, mais le problème, c'est que l'oxygène, en fait, est venu en mettre 2 en commun, et en a reçu 2 de ces liaisons, donc il reste 4 électrons qui lui appartenaient de base et qui n'ont pas été représentés. Ces 4 électrons mis en commun de base, on les représente sous forme de traits qui sont placés sur l'atome et non pas entre 2 atomes. C'est des électrons qu'il n'a pas mis en jeu lors de liaisons covalentes, c'est des électrons du coup qui sont rangés par duo, hein, non par doublet, et qui constituent, si vous voulez, la réserve personnelle de l'atome. C'est la réserve personnelle de l'atome. Donc du coup, on a bien une barre qui vaut 2 ici, donc 2 électrons de valence, plus 2 électrons de valence ici,
plus les deux que l'oxygène va mettre en commun avec les hydrogènes pour faire les liaisons covalentes, ça fait bien les 6 électrons de valence qu'on avait au départ, plus les deux qui sont récupérés à raison de 1 par hydrogène, et bien on remonte du coup aux 8 électrons de valence, et donc du coup, la couche externe 2 est bien entièrement remplie, l'oxygène est donc bien stabilisé. Je vous rappelle que l'électron de valence, ça veut dire électron de la couche externe. Les électrons mis en commun forment ce qu'on appelle la liaison covalente entre deux atomes. Elle est modélisée par un trait les reliant. On mettait deux éléments, un trait au milieu, c'est une liaison. Les électrons de valence ne participant pas à une liaison ne sont pas mis en commun avec un autre atome. Du coup, s'ils ne font pas de liaison, ils sont gardés par l'atome. Mais de ce fait, s'ils sont conservés par l'atome, il faut les représenter sur le schéma de Lewis sous forme d'une barre qu'on appellera du coup un doublet non liant. C'est un duo d'électrons qui ne fait pas de liaison, en gros, un doublet non liant. Ceux-ci sont représentés par un trait qui est placé sur l'atome et non pas entre deux atomes et qui comporte, par définition, lui aussi, deux électrons de valence, mais qui appartiennent qu'à l'atome, voilà, considéré. Ainsi, une molécule est dite stabilisée si l'intégralité des atomes qui la constituent respecte cette règle et adopte chacun la configuration électronique du gaz rare qui lui sont le plus proche. Je ne sais pas si j'ai bien été clair, mais en gros, si une molécule est stabilisée, c'est parce que chaque atome qui la constitue a adopté la configuration électronique du gaz rare le plus proche. C'est tout. C'est ce qu'on a fait avec tous les atomes. Eh bien, si vous faites avec tous les atomes dans une molécule aussi complexe qu'elle soit, la molécule sera stabilisée si chaque atome respecte la règle du jeu. Et à ce moment-là, la molécule sera stabilisée. Pour faire une règle de cuisine un peu plus simple, parce que je sais que du coup, étudier chaque atome au cas par cas, c'est compliqué. Pour les 3 premières lignes du tableau périodique, il y a une règle très simple à retenir. Déjà, les gaz rares, ils font rien. Les gaz rares, ils se mélangent pas aux autres, ils font pas de liaison, ils sont déjà stabilisés, ils n'ont pas besoin de faire une ionisation, ils n'ont pas besoin de faire des liaisons covalentes, eux, ils ne font rien. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi des gaz nobles, ils ne se mélangent pas aux autres éléments. Et ni entre eux d'ailleurs. Donc du coup, en clair, sur les 15 autres éléments qu'on connaît, hormis l'hydrogène, tous les atomes se stabilisent en faisant des liaisons covalentes, en faisant, du coup, sur leur schéma de Lewis, 4 traits autour d'eux. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que l'hydrogène, par exemple, lui, qui devrait en posséder que 2 d'électrons, aura qu'un seul trait autour de lui. Et donc, forcément, l'hydrogène, lui, il n'a pas le choix, c'est juste une liaison covalente. L'hydrogène, il a juste un trait autour de lui, c'est une liaison covalente. Si vous en mettez un deuxième, vous avez faux, c'est obligatoire. Ça ne marchera pas. Pour les autres éléments, soit ils font 4 liaisons, soit ils font 3 liaisons et un doublet non liant, soit ils font 2 de chaque, soit ils font une liaison et 3 doublets non liants. C'est aussi simple que ça. Voilà. Si vous faites des traits autour d'un atome, il doit en avoir 4. Mais 4, tout type confondu. 4 traits, qu'ils soient doublés non liants ou liaison, mais 4 au total, pas plus. J'espère que cette règle sera simple à comprendre. De ce fait, si les atomes se stabilisent les uns aux autres en se liant par liaison covalente, eh bien, se stabiliser, ça veut dire en chimie, libérer d'énergie. En gros, se stabiliser, ça veut dire redescendre en énergie. Un état énergétique haut correspond à une déstabilisation. Dès lors qu'on libère l'énergie pour revenir à un état plus tranquille au niveau énergie, eh bien ça s'appelle se stabiliser en chimie. Et du coup, faire des liaisons, eh bien ça correspond, si vous voulez, à une stabilisation. Donc, en chimie, faire une liaison, c'est synonyme de libération d'énergie. C'est-à-dire que dès que des atomes tout seuls là se rencontrent, ça arrive jamais, hein, des atomes tout seuls comme ça. Hein. C'est une image. Hein. Mais imaginons pour une raison X ou Y, on a réussi à former des électrons, enfin des atomes, pardon. C'est pareil pour les électrons, on verra ça l'année prochaine en spé. Mais si vous imaginez deux atomes comme ça qui ont été forcés de se séparer ou de se séparer de quelqu'un d'autre, eh bien au moment où ils se rencontrent, ils ont une énergie qui leur est propre, une énergie vachement haute. Et bien au moment où ils vont créer la liaison entre eux, pourvu que la molécule soit stabilisée,
eh bien ils vont tous descendre en énergie. Et la création de cette liaison va libérer de l'énergie au milieu extérieur. Et ça, c'est assez dur à comprendre de base, mais créer une liaison en chimie ne demande pas d'énergie. Au contraire, créer une liaison en chimie, en fait, c'est c'est libérer de l'énergie. Créer une liaison, du coup, libérer de l'énergie. Il va falloir, au contraire, donner de l'énergie à une molécule pour casser les liaisons qu'il y a entre les atomes. Ça, par contre, c'est plus clair dans votre esprit. Donc, si je fais un diagramme avec l'énergie en ordonnée, là, eh bien, mes atomes d'oxygène qui sont ici, par exemple, là, ils sont pris séparément, ils ont une énergie. Eh bien, si je viens, en fait, créer la double liaison qui peut les lier pour faire une molécule de O2, dioxygène, que vous connaissez très bien, eh bien, cette molécule va descendre en énergie et libérer cette énergie au milieu extérieur. Mais donc, du coup, la molécule de dioxygène, O2, est plus stable en chimie ou en énergie par rapport à deux oxygènes qui sont séparés. Deux oxygènes séparés, en 10-12 secondes, c'est terminé, ils ont réagi, ils sont ailleurs. Hein. Par contre, la molécule de dioxygène, on va pouvoir la garder très 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 longtemps. Voilà pourquoi on appelle ça une stabilité. Parce que dans le temps, elles restent comme elles sont. Grand 3, ça c'est nouveau pour tout le monde, par contre, comptez la matière, vous marquez un échantillon de masse. On l'appelle du coup, cette masse, M échantillon. Si l'échantillon il fait une masse de 6 grammes, par exemple, bah, M échantillon c'est égal à 6 grammes. Cet échantillon du coup de masse M échantillon contient un certain nombre N d'atomes. Ok, cet échantillon il contient un nombre d'atomes très grand. Je sais pas combien. Mais on va dire que c'est égal à N. Eh bien, si chacun de ces atomes possède lui une masse qu'on va appeler N atomes, eh bien on peut écrire que la masse de l'échantillon en entier, c'est égal à la masse d'un atome fois le nombre d'atomes qu'il y a dans mon échantillon. C'est assez simple à comprendre. Si je prends un pack d'eau, et que dans ce pack d'eau, il y a 6 fois 1 litre. En général, c'est comme ça, les packs d'eau, c'est par 6. On prend un pack de 6 litres, et dans ce pack, j'ai 6 bouteilles de 1 litre. Eh bien, pour avoir la masse du pack au total, en sachant que j'ai 6 bouteilles et que chaque bouteille, du coup, fait 1 kg, eh bien, je sais que mon pack fait 6 kg. Vous allez me dire, ouais, c'est évident. Bah oui, comment vous avez fait? Vous avez pris une bouteille de 1 kg, il y en a 6 dans le pack, donc 6 fois 1 kg, bah le pack fait 6 kg. Simple. Eh bien, vous imaginez en fait que mon échantillon, c'est un pack d'atomes. Il y en a N dedans. Un atome fait je sais pas combien de grammes, il fait M atomes. Eh bien, la masse de l'échantillon au total, c'est la masse d'un atome, M atomes, fois le nombre d'atomes qu'il y a dedans, tout simplement. Bien sûr, le nombre d'atomes, c'est sans unité. Le M échantillon et le M atome, du coup, c'est en grammes les deux. Vous ne devez pas avoir d'unités différentes. Hein. Si vous faites des grammes fois 2, ça donnera toujours des grammes. Normalement, ça, vous l'avez. Eh bien, ces atomes, vu qu'il y en a beaucoup, il y en a énormément, on les regroupe par ensemble, par pack. Et ce pack-là, on appelle ça une mole. Vous êtes sans doute en train de rigoler chez vous, c'est pas grave, je m'en fous. Je l'assume, c'est de la science. Un pack d'atomes, en fait, vu qu'il y en a énormément, on va pas appeler ça un pack de 6, ni un pack de 12, ni... on les recoupe dans un ensemble, qu'on appelle une mole. M-O-L-E. Ok, une mole. Chaque mole contient un nombre très grand d'éléments. On peut faire une mole de bouteille d'eau, mais ça va faire beaucoup d'eau. Je vous le dis. On peut faire une mole d'élèves, on peut faire une mole de cartes, on peut faire une mole de ciseaux, on peut faire une mole de stylo, enfin, faites des moles de ce que vous voulez. Et en chimie, les moles vont être très intéressantes parce que on a un nombre très très grand très rapidement d'atomes. Donc chaque mole, chaque ensemble appelé mole, compte chacun 6,022 fois 10 puissance 23 atomes. C'est très grand. Cette constante qu'on appelle Na,
qui s'appelle la constante d'Avogadro, je vous la redonnerai à chaque exercice et à chaque contrôle où on en aura besoin. Donc nul besoin de l'apprendre par cœur. Si vous l'apprenez, tant mieux. Cette constante du coup est en mol moins 1, si vous voulez apprendre l'unité, sachant qu'elle n'est plus au programme, il me semble. Et du coup, c'est le nombre d'atomes qu'on va mettre dans un paquet afin que ce paquet soit une mole. Ok? C'est aussi simple que ça. Eh bien, si on part de ce principe-là, ce qu'on appelle la quantité de matière, qui est notée petit n, est exprimée en mol, M-O-L-E-S, parce qu'il y a possiblement plusieurs moles. C'est comme gramme, on met un S au bout, ok? Eh bien, cette quantité de matière N peut se calculer de la manière suivante, c'est qu'on va prendre le nombre d'atomes total de l'échantillon, et on va diviser par le nombre d'atomes qu'on veut mettre par mol, donc du coup par 6,022 10 puissance 23. Si vous voulez la quantité de pack d'eau qu'il y a chez vous, vous prenez le nombre de bouteilles, 36. On divise par le nombre de bouteilles qu'il y a par pack, 6. Et donc vous trouvez 36 divisé par 6, il y a 6 packs d'eau en total. Il y a 6 packs d'eau, ok? Si on avait, j'ai pas, 39 bouteilles d'eau, et bien 39 divisé par 6, ça fait 6,5, et donc du coup il y a 6 packs et demi. Bah là c'est pareil, je vais prendre un nombre d'atomes très grand, je vais le diviser par 6,022 10 puissance 23, et ça va me donner la quantité de matière, on appelle ça une quantité de matière, c'est la quantité de packs, si vous voulez. Le nombre de packs, qu'on appelle mol. Et ce nombre de packs, on le note, petit n. On appelle la quantité de matière, s'exprime en mol, M-O-L-E-S. Ou, si vous voulez l'abréger, gramme, c'est G, mètre, c'est M. Et bien, les mols, ou la mol, M-O-L-E, on l'abrège sous la forme M-O-L. Oui, je sais, on n'a gagné qu'une seule lettre, c'est comme ça. C'est du coup la fin de ce cours. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il est entièrement noté dans votre cahier donc. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon travail ainsi qu'à vous donner les exercices à faire. Donc, pour la première partie, stabilisation par ionisation, vous avez le 30 page 87 qui est très intéressant à faire et qui est très rapide. Celui-là est à faire déjà pour la prochaine fois. Pour la partie 2, vous avez le 33 page 87, le 36 page 88, et ainsi que le 37 et le 38 qui suivent sur la même page. Ce sont donc les exos, voilà, il y en a 5. Moi, ils m'ont pris une page, les 5 entiers, une page, donc ça prend pas très longtemps. Ils seront du coup à faire pour la prochaine fois, sachant que quand je vais revenir, je vais regarder et peut-être le ramasser. Ce qui ferait une note, du coup, dans votre trimestre numéro 3. Pour la prochaine fois, enfin, pour la fois d'après, donc là, ça c'est pour la prochaine fois, les exos que je vais te donner. Donc là, vous avez cette vidéo-là. La prochaine fois, il y a ces exos-là. Pour la fois d'après, vous aurez les 4 autres exos, 45 et 49, page 72. Et enfin, 45 et 51, page 90-91. Le 45 et 49 portent sur la notion de quantité de matière et de mol. Le 45 et 51 sont un peu plus difficiles et vont faire appel à un peu plus de notions qui vont être mélangées du coup entre les chapitres qu'on a vus en 2 et en 3. Donc du coup, 2 bons exos de synthèse. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine en distanciel, sachant que les exos vont être possiblement corrigés en vidéo également. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine et d'ici là, travaillez bien. Au revoir.